De retour dans l'Africa Newsroom, Alfred Chango et Jean-Paul Auro sont toujours avec nous et la chroniqueuse Delphine Crisoy nous a rejoint. Madame Crisoy, bienvenue. Merci, bonjour. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. On parle donc artisanat africain cette semaine dans l'Africa Newsroom. Et aujourd'hui, gros plan sur les tisserands qui fabriquent le pagne baoulé en Côte d'Ivoire. C'est un pagne de confection artisanale dont la réputation n'est plus à faire, fierté du pays. Ce pagne est même exporté au-delà des frontières africaines. Pourtant, le métier de tisserand n'est ni le plus rentable ni le plus facile. L'artisanat est en effet un secteur qui demande une prise en compte beaucoup plus efficace par les politiques gouvernementales. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'artisanat ivoirien est riche et varié. Dans chaque contrée du pays, un art particulier fait la renommée des lieux. Au centre du pays, dans les régions autour de Bouaké et de Yamoussoukro, la capitale, vivent les populations du groupe ethnique baoulé. En grande majorité des agriculteurs, ils sont également tisserands créateurs de pagnes. Le pagne baoulé a une réputation internationale. Les tissus ont une texture particulière et il existe différents pagnes. Les plus lourds sont tricotés et portés dans les cérémonies traditionnelles ou funéraires. Le pagne baoulé est également prisé dans les cérémonies de mariage en milieu urbain. Compte tenu de ce succès, les tisserands baoulés vivent-ils convenablement de la vente des pagnes? Comment apprennent-ils le métier? Quel avenir pour ces tisserands? Sous des préaux de fortune, les tisserands du village de Bomizambo, dans la sous-préfecture de Thiébissou, se sont réunis en groupement à vocation coopérative GVC pour mieux tirer profit de leur travail. On a créé cette coopérative au moins pour faciliter les achats de fil au niveau des tisserands. Ça, c'était un. Et puis pour faciliter aussi la vente au niveau du village. Pour faciliter encore la troisième condition au niveau du tourisme, pour faire venir au moins, pour nous faire connaître au niveau du tourisme, au niveau des grandes institutions. Le métier de tisserand n'est pas réservé à une caste particulière. Les hommes s'y adonnent de père en fils ou simplement pour obtenir des revenus complémentaires pour subvenir à leurs besoins. Certains jeunes apprennent le métier pour pouvoir payer leur scolarité. Il y a un problème de moyens financiers côté de mes parents. Donc ils ne pouvaient pas continuer les études. Donc maintenant c'est le concours. Je viens tisser avec mes frères et puis collecter un peu de fonds pour passer les concours. C'est ce que je fais actuellement. Aujourd'hui, l'éducation coûte cher. Compte tenu des places dans les établissements et des ressources limitées, l'État ne peut orienter tous les jeunes titulaires du brevet d'études du premier cycle. Si vous voyez qu'il y a plein de jeunes ici, là, c'est des gens qui ont peut-être eu le BPC cette année, n'ont pas été orientés. Donc ils vont tisser un peu de paille l'année prochaine, ils vont payer la seconde et puis ils vont continuer les cours. En plus de permettre aux jeunes d'aller à l'école, le métier de tisserand peut rendre prospère. Les tisserands partagent leur temps entre la filature et les travaux champêtres. C'est un moyen d'autonomisation financière. Les gens qui ne travaillent pas, voilà, je dis qu'à travailler. Ce travail, c'est bien. Ce travail est bien. Il n'y a qu'à travailler aussi. Bon, par mois, je peux gagner au moins 80 000 dedans. 80 000 dedans. Les tisserands n'ont pas de revenus fixes. Leur rémunération est fonction de leur capacité de production de pagne. Je ne me plains pas, puisque c'est un métier qui est rentable, qui rapporte un peu d'argent pour pouvoir s'épanouir et aider les parents aussi. Dans une semaine comme ça, il peut faire 3 pagnes, 10 000, 3 donc ça fait 30 000. Et avec un rouleau qu'il achète et une bobine. Une bobine, il achète à 6 000. Indigo, dans tous les dépenses me reviennent à quelque chose de 10 000. Donc, il y a 20 000 francs de bénéfices. Le prix des pagnes varie selon le coût des matières premières utilisées. Cela est également fonction de l'offre et de la demande. Les pagnes pour hommes ont des dimensions de 3,20 mètres de long sur 1,80 mètres de large. Pour les femmes, les dimensions sont de 1,80 mètres de long sur 1,10 mètres de large. Le succès du pagne baoulé a généré une conséquence néfaste. C'est le développement de la contrefaçon. Confrérie fabriquait ça. Donc les gens, au lieu de venir acheter les pagnes baoulés pour faire les clips,
Et ils préfèrent acheter les pagnes qui coûtent 1000 francs. Là, comme ça, bon, ça nous a trop fatigués. Mais actuellement, on ne voit pas ça trop sur le marché. Ils prenaient nos motifs, ils venaient copier sur nous. Donc, comme ça nous a fatigués un peu. Mais maintenant, bon, ça va, puisqu'on ne voit plus ça sur le marché. La filature n'est pas prête à s'arrêter dans les villages baoulés de Côte d'Ivoire. Le métier de tisserand est une source de revenus financiers appréciable pour les jeunes. Au-delà du regroupement en GVC, ils souhaitent une assistance pour développer leur activité. Les pagnes sont vendus au bord de la route parce qu'il n'y a pas de circuit formel de commercialisation. Malgré les difficultés et la précarité des conditions de travail, une chose est sûre, tant que le pagne baoulé sera prisé par la clientèle, le savoir-faire de ces tisserands n'est pas prêt de disparaître. Alors Madame Crisoy, on a vu ici le métier de tisseur, mais il y a aussi les teinturiers, les tailleurs, toutes ces petites mains qui donnent au textile artisanal africain toute sa beauté et son authenticité. Oui, tout à fait. Le métier de tisserand, c'est une fierté nationale. Il n'existe pas que chez les baoulés, mais bon, aujourd'hui on parle du pagne baoulé. Il existe dans le nord de la Côte d'Ivoire aussi. Et c'est quand même, malgré toute la négligence que les États portent à ce tard, c'est 12% du PIB en Côte d'Ivoire. Et l'État a des objectifs sur ce marché. Le marché de l'artisanat, c'est de monter jusqu'à 20%. C'est un secteur informel, mais il reste quand même pris en compte par l'État. Ça veut dire que ça rapporte beaucoup, malgré les conditions difficiles. C'est une fierté nationale, oui. Alors Alfred, la survie de ce métier de tisserand, ce sont des conditions de travail, un travail quand même pénible et puis pas forcément rentable. On l'a vu pour beaucoup, le tissage, c'est une activité annexe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre de ce métier? Amira, on peut vivre, on l'a vu dans le reportage, Kwakungwe-san dire effectivement que ça lui permet de payer par exemple ses études, mais ça ne suffit pas. Ça voudrait dire quoi en clair? C'est qu'il y a un problème de compétitivité de ce secteur spécifique de l'activité. La compétitivité, ça signifie améliorer la qualité du matériel, parce que là, le matériel, il est un peu beaucoup artisanal. Donc, il faut des matériels, j'allais dire, plus modernes qui permettent de mieux produire aussi. Donc, ça, c'est déjà un problème important. Le deuxième, c'est le circuit des commercialisations et d'évacuation. Le troisième, c'est les produits finis qui sont proposés. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'imagination dans les produits vêtements qui sont produits après. Il y a des motifs magnifiques, etc. Vous donnez cela à un industriel, par exemple ici français, de la confection. Il arrivera à produire des modèles de vêtements qui attireront davantage la clientèle. Donc je pense qu'il y a ces trois défis que ce secteur doit affronter au lieu de se contenter d'être simplement un secteur informel, comme l'a rappelé Delphine ici. Je pense qu'il faut qu'en Afrique nous apprenions à valoriser justement les secteurs qui sont porteurs, mais où il y a beaucoup de talent, mais qui restent encore avec des moyens, j'allais dire, du Moyen-Âge en quelque sorte. Alors, Monsieur Auro, au-delà de la rentabilité économique qu'on peut trouver dans cet artisanat, comme le soulignait Delphine, c'est vraiment une fierté pour le continent africain. On a du mal à penser que les autorités des pays africains ne prennent pas plus en compte ce secteur. Oui, comme Delphine l'a dit tout à l'heure, c'est une fierté. Le pagne baoulé, il est super beau. À en parler, je me rappelle encore Mardi Gras, mes deux filles, Marielle et Belle, drapées de ce beau pagne. Mais moi, j'ai envie de répondre à votre éditorialiste pour dire, je ne comprends pas pourquoi tous les arts ou bien tout l'artisanat africain vise à être industrialisé. Non. Peut-être pour chercher les moyens de rendre cet ouvrage moins pénible pour ceux qui le pratiquent. L'industrialisation, ça peut être une bonne chose. Il y a un des tisserands qui vous a dit tout à l'heure, il y avait une usine de textile en Côte d'Ivoire qui s'appelait Gonfreville, qui a essayé d'industrialiser ce pagne, qui malheureusement a dénaturé l'original. Du coup, la copie ne donnait pas envie d'aller chercher l'original parce que ce n'était pas beau. Aujourd'hui,
aujourd'hui, bon, heureusement, Gonfreville ne produit plus le pagne baoulé et les gens sont à la recherche de ce pagne original. Il faudrait que ce pagne-là garde son appellation, si je peux me permettre, d'origine protégée. C'est un pagne baoulé qui est produit dans une zone qui est chez les baoulés. Ne le prenons pas pour le transférer sur un industriel occidental pour en faire. Espérons que nos couturiers, espérons que nos tailleurs puissent trouver des déclinaisons à nos vêtements, je dirais modernes. On puisse trouver ce pagne-là, on puisse en prendre pour en faire une chemise normale, on puisse en prendre pour en faire, je sais pas, un pantalon normal ou un bermuda normal. Mais on n'est pas obligé forcément de prendre le pagne baoulé pour l'industrialiser. À quel but? Est-ce que le pagne baoulé, vous savez comment il se porte? Ce pagne, il est lourd. D'abord, il est très lourd. Vous pensez dans un pays chaud, là, tout le monde va s'habiller en pagne baoulé parce qu'on veut l'industrialiser? Non, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Ce dont les baoulés ont besoin, ce dont les tisserands ont besoin, c'est de créer les conditions, rendre cet outil, leurs outils moins pénibles et certainement trouver, comme il a dit, des canaux, des trucs pour pouvoir les vendre et puis certainement en tirer le meilleur bénéfice de leur travail. Mais l'industrialisation, à mon sens, dénaturerait la chose et ferait perdre leur originalité. Alors Alfred, je vous donne le droit de réponse. Oui, non, ça, je ne pense pas que l'industrialisation puisse enlever à ce pagne ou à ce métier sa valeur ou sa qualité. Au contraire, non, mais c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que je prends alors le pagne le plus vendu en Afrique aujourd'hui, ce qu'on appelle le pagne hollandais, le wax hollandais. Il y a des copies en Afrique, mais vous savez combien, justement, entre guillemets, l'industrie de ce pagne rapporte à la Hollande, par exemple, pour nous cantonner à ce secteur-là. C'est dans ce sens-là que je dis, lorsque j'ai pris l'exemple d'un industriel, j'ai dit, vous donnez cela à un industriel occidental. Non, ça veut dire, des industriels ivoiriens peuvent aussi avoir cette intelligence-là de dire, ben voilà, ce pagne, cette matière première, voilà comment elle est. Comment est-ce que, tout en gardant l'esprit de ce pagne baoulé, nous le transformons pour que, par exemple, dans l'industrie de la mode ivoirienne ou africaine, que ça puisse être un élément. Pour M. Roux, il faudrait qu'il se porte toujours en toge dans les cérémonies. Et qui reste dans sa région d'origine. Je suis pas d'accord. On va laisser Alfred. Vous avez fini, Alfred? Oui, non, mais on laisse Alfred terminer rapidement. Juste ajouter que si on veut effectivement que les tisserands baoulés puissent mieux vivre et mieux trouver des ressources, il faut leur apporter à la fois, parce qu'il y a des métiers à tisser aujourd'hui modernes qui permettent de gagner beaucoup plus, n'est-ce pas, en temps et d'éviter la pénibilité qui est en train d'être dénoncée. Madame Crisoy. Moi, je pense que la solution, pour moi, c'est de créer une filière de formation pour les jeunes, former les jeunes massivement. Déjà ça pour garder le côté fabrication traditionnelle. En plus, régénérer la production par des méthodes de tissage moins pénibles. Parce que là, on a vu qu'ils ont un matériel archaïque et très pénible. En fait, voilà, très physique, n'ont pas beaucoup de production à passer des journées à faire un seul pagne. Donc, les mêmes outils, mais multipliés par, je sais pas, 100, 200, 2000. Maintenant, aider aussi les coopératives à mieux produire. La seule chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est que monsieur a dit que le pagne pourrait être baoulé, pourrait être utilisé sous d'autres formes, mais c'est déjà fait. Parce qu'on l'utilise pour faire accessoirement faire des boucles d'oreilles, des colliers, des chapeaux, des chaussures et tout ça. Et j'ai eu d'ailleurs un président parce qu'il y a une filière textivoire qui est gérée par monsieur Lézin-Banning, qui récupère les pagnes en grand stock chez ces tisserands dans les coopératives et qui les revend aux grossistes qui vont fabriquer des boucles d'oreilles et tout ça. Donc il y a une filière qui est créée, mais moi ce qui me choque, c'est que nos États autorisent le monopole de Uniwax, par exemple, désolé de citer la marque, qui fait du pagne hollandais, autorise le monopole de cette filière et ne favorise pas la production en masse du pagne baoulé qui pourrait créer des emplois et ne forme pas les jeunes à perpétuer la tradition de fabrication, la fabrication traditionnelle en gros. C'est choquant. Monsieur Roux, il y a vraiment une carence en termes de politique publique pour conserver l'artisanat dans les pays africains. Vous savez, dans les pays africains, le secteur de l'artisanat est très peu regardé par les pouvoirs publics. Très peu regardé. On se dit c'est un secteur informel, chacun se débrouille, c'est les indépendants, ils se débrouillent.
on estime même qu'ils ne rapportent pas de l'argent. Ils auraient les moyens, ces États, de les insérer justement dans le secteur formel? Oui, ils auraient certainement, ils gagneraient certainement plus, mais il faut regarder aussi les tissus économiques de nos pays africains, dans quel secteur, quels sont les secteurs qui sont les plus productifs. Très souvent, 60 à 70% des ressources de ces pays-là proviennent de l'agriculture et non je dirais du pagne et autres. Le pagne, ça c'est accessoire, c'est pour faire beau. Donc très souvent, ce genre de choses ne rapporte pas grand-chose au PIB. Donc les États ne s'investissent pas là-dedans. Mais moi, j'aimerais revenir sur un certain nombre d'interventions de mes amis tout à l'heure, quand ils parlent de la notion d'industrialisation. Le pagne wax, c'est un pagne imprimé, ce n'est pas un pagne tissé. Aujourd'hui, cette technologie peut être employée par tous. Imaginons, on fait de la formation, on forme tout le monde. Demain, le pagne baoulé va se retrouver à Pékin, il va se retrouver je ne sais pas, à Singapour, à Kuala Lumpur, à Cocoon. C'est plus le pagne baoulé. Non. Mais si, ce sera le pagne baoulé, mais à Pékin, à Kuala Lumpur. Ah bon? Vous demandez à un breton qu'il mange un maroilles chinois, il n'acceptera pas. Non, on ne parle pas d'un maroilles chinois, on parlerait d'un maroilles français qui serait exporté en Chine. Pour l'instant, l'appellation d'origine protégée, on peut la conserver pour les produits d'origine contrôlée Cela s'exportent. permettrait à cette zone. Parce que donc vous êtes contre l'exportation du pagne baoulé? Non, je suis contre la délocalisation de la fabrication de ce pagne. Que ce pagne reste dans sa région. On n'a pas parlé de délocalisation. Quand on parle de formation, moi ça peut me plaire, je ne suis pas baoulé. Je prends mes enfants, mes petits-neveux, je vais les former dans un centre de formation, je ne sais pas, on apprend à tisser le pagne, il sort de là, il va s'asseoir peut-être dans ma région, dans le nord, ou bien à l'est ou à l'ouest, il commence à tisser son pagne. Il sort de sa région d'origine. Voilà, justement. C'est ça la question. Alors, on va donner la parole à Mme. Monsieur Auro n'a pas compris mon propos. Mon propos, c'est qu'il faut qu'il y ait une formation de ces jeunes, une formation encadrée par l'État. Quand on parle d'encadrement, c'est des lois qui vont permettre à des jeunes de la sous-région, de la région de Tumodi ou Bouaké ou Yamoussoukro, de se former correctement. Parce que là, ils sont formés de façon informelle, on va dire. Il y a pas de formation, parlez-vous, madame? Des écoles, peut-être? Non, des formations. Ces jeunes sont là. On les forme à comptabilité, on les forme en quoi? Non, on les forme à tisser. Parce que du fait de la pénibilité de l'emploi, du tissage de pagne, il y en a beaucoup qui vont vers les zones urbaines pour trouver un boulot moins pénible. Peut-être que si l'État encadrait la formation des jeunes de la région, là, on aurait plus de jeunes qui fabriquerait le pagne et on aurait plus je veux dire, le pagne on aurait plus de production et plus accessible et pas forcément, moi je suis pas pour une exportation de masse, je suis contre l'industrialisation, mais je dis qu'il faut faciliter le travail de ces gens et la formation des jeunes afin que ces paysans-là, il faut formaliser le secteur. Alors Alfred, c'est vrai, quand on parle d'artisanat, on est souvent partagé entre conserver l'authenticité et la valeur de cet artisanat et puis d'un autre côté se dire pourquoi pas l'exporter? Bien sûr, il faut prendre l'exemple des Chinois ou des Japonais pour voir effectivement pourquoi leur art traditionnel s'exporte. Parce que justement, sans renier la spécificité nippone, ils ont pu produire justement en masse des produits qui sont aujourd'hui internationalement reconnus et commercialisés dans le vêtement, etc. Pourquoi se cantonner simplement à un nationalisme baoulé, enfermé dans les limites du pays baoulé, au lieu de penser effectivement que ça doit être une ressource économique qui peut rapporter à l'État, bon, d'abord aux producteurs, aux tisserands eux-mêmes, et puis à l'État. Par conséquent, il faut élargir justement la base, non seulement ça, mais la base de production justement de ces tissus au motif baoulé. Et d'où la question de la formation. La formation, pas seulement à la production, non. La formation, c'est un tout. Dans les métiers à tisser et dans les métiers de la mode. Pourquoi pas justement ne pas le faire? Aujourd'hui, l'industrie de la mode se nourrit de quoi? Ben justement, de toutes ces petites choses. Vous avez parlé tout à l'heure des petites mains, mais c'est exactement cela. Former les jeunes, pas seulement à pouvoir produire le pagne, mais ceux qui peuvent le transformer, qui peuvent, etc., etc.,
ça ferait au niveau de l'éducation, de la formation, un premier élément, un premier levier justement de cette transformation, de ce début d'industrialisation. Il ne faut pas avoir peur de l'industrialisation. Ça ne veut pas dire venir installer des usines monstrueuses, etc. Non, c'est donner des moyens qui permettent d'améliorer la compétitivité, la qualité du travail et de produits, voilà. Alors avant de conclure ce débat, je vais vous donner la parole, Madame Crisoy, très vite, et puis après, Monsieur Roux. Le problème qui se pose, c'est que le pagne, vu qu'il est fait de façon artisanale, est très difficile. Le pagne baoulé, même nous qui sommes ivoiriens à l'extérieur, qui sommes de la diaspora, on a du mal à avoir accès. Le pagne le moins cher, il coûte 84 €. Celui de qualité, il y a entre 230 et 300 €. Donc, oui, faut le démocratiser, oui, démocratiser, mais pas à l'exportation de masse. Très bien. Madame Crisoy vient de mettre de l'eau à mon moulin. Écoutez, le pagne, il coûte excessivement cher. Il est de qualité parce qu'on sait qu'il vient de cette région baoulée. On sait qu'il est fait par les tisserands baoulés. Demain, quand il sera fait par les tisserands BT, par les tisserands Sonofo, par les tisserands Atier, par les tisserands chinois et autres, ça va être difficile, on n'aura pas la même qualité. Et puis, il y a la question de la demande. Il y a la question de la demande. Madame Crisoy le sait, ce pagne, on le porte qu'à des cérémonies, peut-être une cérémonie de mariage, de baptême, ou de quoi que ce soit, une fois, peut-être une fois ou deux dans l'année. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir 4, 5 pagnes à la maison chez moi? Non. Je pense qu'il est bon de penser de la question de la demande, ensuite de la production. Mais de grâce, ne la sortons pas de sa zone d'origine. Monsieur, non, on va clore le débat. C'est le temps de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Zoom. À tout de suite.